accepté l'invitation de ce forum des villes et territoires positifs. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, il y a quelques années, la FAO, l'organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, rendait un rapport Comment nourrir le monde en 2050. Dans ce rapport étaient mis en évidence les enjeux démographiques, 9 milliards d'habitants sur la planète dans 30 ans, 70% de la population en ville, et puis des enjeux d'investissement, de productivité, de production agricole. Mais il y a un point essentiel, Audrey l'a dit, c'est celui de l'approche territoriale de ces enjeux. Quelle gouvernance alimentaire locale? Comment aller vers cette gouvernance alimentaire? Nous allons en parler ensemble. Donc Damien Conaré, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. On a pu également vous lire dans la presse agricole pendant des années. Et puis également, vous avez travaillé auprès d'ONG. Jean-Louis Rousselin, bonjour. Donc, vous êtes vice-président à la ruralité, aux espaces naturels de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Donc vous travaillez sur une dynamique de gouvernance alimentaire et vous avez vécu en plus à titre personnel toutes les évolutions du monde agricole puisque vous êtes fils d'agriculteur. Jean-Louis, c'est avec vous que j'ai envie de commencer cette discussion. Lorsque vous entendez cette idée de gouvernance alimentaire locale, comment vous la définissez? Je crois que je suis persuadé que les structures communes, villes et groupements de communes ont tout à fait et beaucoup de raisons de s'accaparer la thématique de l'agriculture et de l'alimentation. L'agriculture, notamment locale, s'est développée, le modèle que l'on connaît, c'est le polyculture-élevage, s'est développé sur des modèles qui étaient plutôt exportateurs et qui faisaient en sorte qu'on oubliait un petit peu cette... L'idée était effectivement on était très heureux et on n'a pas de raison de ne pas l'être, de fait d'avoir une agriculture qui est fortement exportatrice et qui participe à notre balance commerciale de façon positive. Mais cette évolution de l'agriculture, notamment locale, s'est faite au détriment de l'approvisionnement local. Comme je vous le dis, moi je suis fils d'agriculteur, moi j'ai passé une partie de mon enfance les vacances scolaires à distribuer du lait en bouteille de lait cru dans un quartier qui était une ville qui était Sainte-Adresse. Bon, aujourd'hui, ça serait plus possible, mais tout ça pour dire qu'on a un peu perdu ce lien entre l'agriculture locale et cette population qui, pour notre communauté, fait 270 000 habitants. Ceci, c'est un peu délité au profit d'une agriculture dont les productions sont parties bien loin. Et je pense que notre absence même sur ces thématiques pendant un certain temps a été préjudiciable. On a toutes les raisons, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, de s'accaparer ces thématiques. Un simple exemple, on a une compétence eau. On doit distribuer une eau potable de qualité, respectant les normes en vigueur. Comment imaginer un seul instant, on n'en est pas dans un paysage de montagne. L'eau ne vient pas du haut des montagnes, elle traverse un plateau calcaire de 100 mètres pour arriver dans des nappes phréatiques. Comment imaginer un seul instant qu'on puisse distribuer une eau de qualité en occultant complètement ce qui se passe au niveau du sol, avec l'eau qui infiltre le sol pour aller dans les nappes phréatiques. Alors on peut le faire, on peut effectivement se dire on ne s'occupe pas de ça, et puis on met en place des systèmes de filtration, des systèmes de dénitrification très coûteux pour la collectivité. C'est plutôt des systèmes curatifs, mais on peut aussi se dire mettons en place des systèmes intelligents avec les agriculteurs de manière à prendre en compte les spécificités du territoire. On a très très bonne connaissance de ce qui se passe au niveau hydraulique, on a de l'expertise à ce niveau-là, on a des particularités qui sont des bétoirs, par exemple des points d'infiltration directe. On travaille autour de ces bétoirs à faire en sorte que ne s'infiltrent pas des choses indésirables. On travaille sur des pratiques agricoles en accompagnement pour des agriculteurs pour qu'ils fassent évoluer leurs pratiques de manière plus respectueuse de l'environnement. Alors il y a des effets retards, puisque entre le moment où l'eau s'infiltre et arrive à la nappe phréatique, il se passe beaucoup de temps. Mais voilà, c'est une des raisons qui fait que on a, mais beaucoup d'autres, on est dans des domaines très transversaux où c'est la qualité de la vie, c'est la qualité de l'alimentation et qui découlent de ce qu'on mange. On a des productions locales qui sont existantes, mais qui en plus ne sont pas forcément consommées localement. Donc on a une parfaite connaissance de tout ça. Et je pense qu'on aurait intérêt, on a dans des groupements de communes et de villes des compétences obligatoires. Mais la compétence agricole alimentaire, elle n'est pas obligatoire au niveau de notre communauté urbaine. On se l'est accaparé et on a tous les raisons de le faire. Je pense qu'il faudrait arriver
c'est peut-être une idée à développer dans d'autres endroits, mais à rendre obligatoire cette compétence au niveau des métropoles, des communautés urbaines, peut-être des communautés d'agglomération, peut-être pas au niveau des communautés de communes, parce que la structure est un peu petite, il faut quand même y mettre des moyens, mais on aurait intérêt à s'accaparer et à la rendre obligatoire de manière à ne pas laisser passer filer. Voilà, on avait aussi la thématique du maraîchage, on voyait sur ce territoire-là décliner la profession maraîchère. Oui. Et on a voulu... On y reviendra. Je pense qu'on y reviendra parce que sur les éléments de définition, je note bien dans vos propos, Monsieur le Vice-président, que dans cette gouvernance alimentaire locale, c'est la remise au cœur du jeu des collectivités au travers de leurs compétences et leur capacité à mettre en lien une compétence agricole, une compétence sur l'eau potable. Et j'aimerais, avant qu'on revienne justement au travail... Juste un petit compliment. Effectivement, les chefs de file dans l'agriculture, notamment, ce sont la région. Et la loi NOTRe a clarifié la situation. En Seine-Maritime, le département a voulu ne pas perdre ses compétences et s'inscrire en complément de... Alors, je crois qu'il faut que toutes les... Ça ne veut pas dire que nous, l'implication qu'on doit avoir aux collectivités territoriales de proximité se fasse au détriment de ces leaders-là, mais elle doit être intelligente, complémentaire et efficace, efficiente. Quand on arrive à mettre tout ça en musique et autres, on enclenche des dynamiques qui sont importantes, qui vont jusqu'au niveau territorial. Donc une gouvernance avec une bonne articulation des acteurs. On reviendra tout à l'heure pour voir sur le terrain concrètement où en est votre territoire. Damien, dans les propos de Jean-Louis, vous retrouvez votre propre définition des enjeux de gouvernance alimentaire locale ? Oui, absolument, absolument. Et peut-être en préambule aussi rappeler, ce qui est une évidence, mais qui est probablement bonne à rappeler, l'idée que l'alimentation, ça n'est pas que se nourrir, ça n'est pas qu'une question de nutrition et de santé. L'alimentation, c'est ce qui construit notre culture, notre identité, c'est ce qui crée du lien social. Vous savez que le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ce n'est pas la gastronomie, c'est le repas. Donc c'est les manières de table. Exactement, c'est cet instant, c'est le moment où on apprend, et on se souvient tous de notre enfance, avoir appris des règles de vie en société à table. Donc c'est un lieu très prégnant pour cela. C'est également du plaisir, l'alimentation, c'est évidemment du plaisir, et puis notre lien avec l'environnement. Donc l'alimentation, elle est comme ça, multidimensionnelle, elle revêt de multiples dimensions, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour une collectivité locale, de gouverner l'alimentation, c'est toucher énormément de secteurs. Alors Jean-Louis, vous le disiez avec l'eau, c'est aussi... Du coup, la gestion des déchets, c'est la gestion du foncier, c'est le tourisme, la politique culturelle, c'est la solidarité évidemment avec les plus démunis, les transports, la logistique, l'approvisionnement, etc., etc. Donc, un vaste champ de secteurs qui sont couverts par l'alimentation. Donc, c'est d'une part assez exaltant, parce que c'est comme si une politique publique d'alimentation était quasiment la mère de toutes les politiques publiques. Et en même temps, c'est extrêmement complexe. Oui, voilà. Extrêmement complexe parce que les collectivités locales ne sont pas, je dirais, structurées pour gérer des politiques aussi transversales. Évidemment, elles fonctionnent beaucoup en silos et c'est ces silos qu'il faut réussir à dépasser pour gérer une politique alimentaire sur un territoire, ce qui est évidemment très compliqué. Et en même temps, très exaltant parce que c'est une thématique dont se sont souvent historiquement peu emparés ou en tout cas a été délaissée par les collectivités locales. Nous, on a eu la chance, notre chaire, elle est basée à Montpellier-Supagro et on a eu la chance d'accompagner la métropole de Montpellier dans la construction d'une politique agroécologique et alimentaire. Et donc, moi, j'ai souvenir des premières réunions avec les élus, donc ces 35 communes autour de Montpellier, pour définir quels seraient les objectifs de cette politique. Et avant de définir de tels objectifs, on a fait un travail collectif en atelier de comprendre quel était le lien qu'avaient ces élus avec l'alimentation. Et ce qui est stupéfiant, c'est que dans un premier temps, c'était quasiment un blanc. C'est-à-dire, les élus ne voyaient pas du tout ce qu'ils avaient à faire avec l'alimentation. C'était quasiment hors de leur champ. Quelques petites voix qui ont osé dire, oui, effectivement, j'ai des compétences sur le foncier. Bon, accessoirement, le foncier, c'est de l'agriculture, c'est de l'alimentation. Bon, c'est vrai que chez nous, c'est beaucoup des vignes, donc c'est un peu particulier, mais en l'occurrence, c'est de l'alimentation. La restauration collective est venue après. La question de l'aide alimentaire avec les plus démunis est venue... Bon, il faut reconstituer le puzzle, finalement. Absolument, et petit à petit, au final, c'est comme si l'alimentation était là au cœur de tout ce qu'ils faisaient, mais ils n'en avaient absolument pas conscience, ils ne l'avaient absolument pas réalisé. Donc c'est exaltant dans le sens où, effectivement, ça
Mais ça réveille des préoccupations dans l'alimentation qu'on n'avait pas forcément aux échelles locales. Et en même temps, comme je disais, c'est très compliqué parce que d'un point de vue purement structurel administratif, alors on n'est pas organisé, il n'y a pas de direction de l'alimentation dans les collectivités locales dédiées. Alors quand on met toute cette diversité d'acteurs autour de la table, est-ce que vient s'introduire une logique à un moment donné de co-responsabilité? On n'est plus simplement dans l'exercice de compétences, mais de se dire on a chacun une responsabilité pour aller vers une logique d'alimentation et de santé globale. Jean-Louis peut-être. Oui, donc ce que je disais pour les entités qu'effectivement, régions, départements et communautés urbaines et communes, s'applique aussi sur le territoire. On en a eu la volonté ici de travailler avec tous les acteurs, champ d'agriculture, la SAFER, parce que effectivement le problème est éminemment complexe. Le problème du foncier, il se traite aussi au niveau communal, dans les PLU, les PLUI, et sans foncier, difficile de faire de l'agriculture. Les chambres d'agriculture sont des acteurs essentiels. On a travaillé avec les CIVAM normands, les réseaux bio et d'autres entités. Donc on a eu vraiment la volonté de mettre tout le monde autour de la table, d'échanger, les acteurs du monde agricole aussi, pour faire avancer. Et on se positionne par rapport à ça en tant qu'animateur de territoire, facilitateur. On met en lien, il y a des projets qui ont besoin de financement. On a aussi, mais avec les autres entités, on joue un petit peu le rôle de guichet unique, parce que maintenant, avec la répartition des rôles, il y a des aides qu'on distribuait qui sont parties au département, mais on les oriente vers le département. Alors, on joue le rôle de facilitateur, de mise en lien. Alors, on a été opérateur une fois, mais par défaut essentiellement, sur la partie maraîchage, sur l'espace test, parce que... Oui, l'espace test que vous aviez présenté l'année passée, voilà, qui avait été présenté ici même. Mélanie Briand avait présenté cet espace où effectivement on découvrait pendant 3 ans se forme au métier de maraîcher, n'étant pas forcément issu du milieu. Donc là, on a été opérateur parce que, par défaut, personne n'y croyait trop, personne ne voulait s'engager. On s'est engagé, on a mis des fonds, on a mis les moyens, et aujourd'hui, c'est un des systèmes, un des éléments qui nous ont permis d'endiguer cette baisse de la production maraîchère locale, avec des moyens financiers qui ont été mis, avec l'aide de tous ces partenaires aussi qui ont dispensé des formations à la transmission d'exploitation qui étaient importantes. Tous ces divers leviers mis côte à côte avec les diverses entités avec lesquelles on a travaillé nous ont permis aujourd'hui d'inverser cette tendance-là. Et c'est pas neutre parce que on a abordé, nous, l'agriculture sous l'aspect économie. C'est là-dessus que, initialement, c'était plutôt ça. Et quand si on fait un zoom sur le maraîchage, on estime à 150 hectares une vingtaine d'exploitations de maraîchage. Et on estime les endroits directs induits dans le maraîchage local, pour ces 150 hectares, c'est une cinquantaine d'emplois. Alors ça vous parle peut-être pas, mais en polyculture élevage, une ferme de 150 hectares, chez nous, c'est deux emplois à peu près, 2-3 emplois. 3 emplois d'un côté, 50 emplois de l'autre. Sachant qu'en agriculture, un emploi direct génère entre 1 et 5, suivant les versions basses et hautes, d'emplois indirects liés dans diverses autres professions liées à l'agriculture. Voilà, donc au niveau économie, on a un territoire qui fait 66% de notre surface agricole est agricole. Hein, enfin, notre territoire est occupé par l'agriculture, ce qui représente 520 exploitations. Vous voyez le poids économique que ça représente. Et on peut avoir le même phénomène avec des agriculteurs qui s'orientent vers des productions locales en vente directe. Alors, ce n'est pas dans les mêmes rapports c'est un rapport on a des exploitations, j'ai en tête une exploitation de 100 hectares qui a plus de 6 emplois. Alors, ils vont jusqu'à la vente directe. Et chaque agriculteur, il ne faut pas non plus caricaturer, chaque agriculteur ne va pas se transformer en vendeur, en vente directe. C'est un autre métier, c'est une autre profession. Il y en a qui ne le désirent pas du tout. Mais même dans le conventionnel, il y a aussi des expérimentations qui sont faites, enfin, des évolutions de pratiques agricoles. Mais tout ceci représente un poids économique. Et on avait un petit peu délaissé tout ça et on était en train de perdre des emplois locaux, non délocalisables, et faire venir des produits qui n'étaient pas toujours... très qualitatif. Est-ce que justement le fait de travailler avec tous ces acteurs cette gouvernance permet-elle de consolider aussi une logique de filière? Parce que vous le disiez, il y a des emplois indirects, mais il y a le producteur, il peut y avoir le transformateur, la vente, etc. Il y a effectivement, il fallait d'abord faire en sorte que tout ceci, la réduction, notamment dans certaines filières,
l'érosion s'arrête, on a plutôt arrivé à faire, on était plutôt arrivé à faire ça. Maintenant, effectivement, il faut organiser ça différemment. On a d'autres actions au niveau des cantines aussi, parce qu'on va vraiment de la production, de la fourche à la fourchette. On travaille aussi, pareil, avec les divers acteurs qui nous entourent, au niveau de la restauration collective, des communes, des 54 communes. Alors, on a entrepris, pas que les 54 communes, un travail pour se mettre dans les pas de la loi Egalim qui préconise 50% de produits locaux, dont 20% de produits bio. On en est plutôt un peu loin. Alors on aborde cet aspect-là par l'aspect gaspillage. On s'est aperçu que dans certaines cantines, on gaspillait parce qu'on n'avait pas travaillé suffisamment sur le grammage, on donnait les quantités, et puis on pouvait travailler différemment les produits, les rendre un peu plus goûtus, et travailler sur la qualité, la quantité, et évoluer. Et les économies générées doivent permettre d'évoluer vers des produits plus qualitatifs. Donc et on est vraiment plus dans une en approche phase globale. avec la loi Egalim. Voilà, Ouais. voilà une partie de ce qu'on entreprend. Cette approche globale, Damien, est-ce que c'est un processus qui est à l'œuvre partout dans le monde? On sait que voilà, avec vous, on peut dézoomer depuis la Normandie. Oui, clairement, à l'échelle, en tout cas à l'échelle nationale, il y a beaucoup effectivement de territoires, que ce soit des métropoles, des départements, des régions qui ont lancé des pactes, des politiques, des plans autour de l'alimentation. Donc c'est effectivement un vaste sujet aujourd'hui en France. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture promeut ce genre de projet à travers des plans alimentaires territoriaux. Un certain nombre d'associations aussi nationales comme Terres en Ville, qui est un organisme paritaire entre des métropoles et des chambres d'agriculture. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça sort aussi le monde agricole, j'allais dire, de son bocal, ou en tout cas du sillot dans lequel il était, mais de manière structurelle. C'est vrai qu'on est dans un pays où, en France, l'agriculture s'est développée un petit peu sur elle-même, avec sa propre banque, ses propres assurances, son propre enseignement supérieur, etc., etc. Et s'est trouvé un petit peu coupé de la société, ce qui est effectivement d'une manière un petit peu confortable, puisqu'il y a des grands sujets comme la politique agricole commune qui ne sont pas devenus des sujets politiques tels qu'ils devraient l'être. C'est d'une certaine manière un peu confortable, en même temps c'est tout aussi dramatique, hein. On en parlait juste il y a quelques instants du suicide des agriculteurs. C'est aussi cette absence de lien avec la société qui fait que l'utilité du métier est un peu remise en cause. Mais en l'occurrence, voilà, donc je sais pas, oui, je parlais de Terres en Ville sur cette parité métropole-agriculture, donc ça permet une reconnexion avec le monde agricole. Et puis à l'échelle internationale, effectivement, beaucoup d'initiatives qui sont menées un peu partout à travers le monde. Historiquement, même d'ailleurs, si on revient au début des années 90, deux villes qui ont été très, très moteurs pour réinvestir la question alimentaire, c'était d'une part Toronto au Canada, donc là plutôt pour des questions de santé publique, d'obésité, donc vraiment sur des questions de santé, l'idée était de dire bon, il faut repenser l'agriculture et l'alimentation pour nos citoyens. Et puis peut-être plus intéressant encore, une ville du Brésil, donc au début des années 90, c'était vraiment encore considéré comme un pays en développement, le Brésil. Donc il y a une grande ville qui s'appelle Belo Horizonte, avec 2 millions d'habitants, où sévissait une très forte insécurité alimentaire. Et dans le même temps, il y a une ceinture verte périurbaine, peuplée de petits paysans, de petits agriculteurs familiaux qui étaient tout aussi pauvres. Donc un maire relativement progressiste à l'époque considère qu'il peut faire un pari gagnant-gagnant en alimentant les pauvres urbains par les pauvres agriculteurs périurbains. Et donc ça a été des politiques publiques incitatives à travers des marchés publics réservés pour les agriculteurs périurbains pour la restauration collective. Ça a été des marchés paysans installés en ville. Ça a été du soutien à l'agriculture, des restaurants populaires alimentés, vous pouvez vous en douter par qui. Et donc c'est ce qui a donné les prémices de ce qui est devenu après à l'échelle nationale le programme Faim Zéro de lutte contre l'insécurité alimentaire au Brésil. Donc voilà, historiquement, voilà, il y a eu cette reconnexion de la ville à l'alimentation qui, pour le coup, historiquement était très prégnante. C'est, comme le disait Jean-Louis, on a un peu eu tendance à recréer de la distance entre les territoires urbains et l'alimentation. Et aujourd'hui, un certain nombre d'initiatives qui ont lieu permettent de rendre visible à nouveau l'alimentation dans la ville telle qu'elle l'était historiquement. Ouais. Et justement, y a-t-il ce prisme particulier de la ville? Je le disais tout à l'heure, en 2050, 70% de la population mondiale sera en ville. Est-ce que c'est en ville qu'on voit naître les initiatives les plus vivantes de reconnexion, justement, dans une logique non plus production agricole et un débouché, mais vraiment une logique alimentaire? Oui, alors ça existe aussi dans les territoires ruraux, à travers un certain nombre d'initiatives, de circuits courts, de restaurants, d'épiceries solidaires. Donc,
Mais c'est vrai que la ville a ce terrain particulier qui est que voilà, elle concentre des lieux de pouvoir, des lieux de savoir, elle concentre de l'argent aussi, donc propice à beaucoup d'innovations. Et puis c'est effectivement en ville que ce lien s'est perdu. Donc comme je le disais, c'est retrouver un petit peu ce lien à la ville organique au moment où voilà, l'alimentation était là, présente, visible à travers des abattoirs, des halles. Alors, quand on imagine qu'au cœur de Paris, les halles, enfin aller regarder des photos des halles quand ça existait encore, c'est phénoménal. Elles ont été détruites en 69-70, je crois. Mais c'est stupéfiant de voir, c'était 12 pavillons Baltard énormes, et il faut imaginer ce que ça supposait en logistique, en transport d'animaux, de chevaux, de produits maraîchers qui circulaient dans la ville, au cœur de la ville. Donc l'alimentation était là et visible. Donc ça veut dire aussi qu'une alimentation qui est là, visible, c'est une alimentation qui a de la valeur, et que ce qui a de la valeur, forcément, on le gaspille moins. Ouais. Alors, est-ce que, Jean-Louis, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'articuler entre les différents acteurs, de coopérer. Est-ce que, justement, l'enjeu de gouvernance alimentaire n'est pas propice à mobiliser des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est par nature ancrée dans un territoire ? Je crois que tous les acteurs qui sont intéressés, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, et au-delà de la prise de conscience, faire en sorte que tous les acteurs soient, toutes les personnes soient actrices de cette, et l'économie sociale et solidaire. Effectivement, on vient de récupérer sur le territoire élargi un chantier d'insertion en maraîchage, et on est en train de regarder effectivement Graines en main. Graines en main, qui s'appelle Graines en main, effectivement, qui a réussi à quelques soucis parce qu'ils ont démarré au moment qui n'était pas le propice. Ils ont pas pu prendre un marché adopter un marché avec le département, et donc ils ont quelques soucis, mais on est en train de voir ça avec le département et l'État à la directe, et faire en sorte, bien sûr, que ça mobilise tous les acteurs, et notamment l'économie sociale et solidaire. Je crois que dans notre objectif de PLA de rapprocher de renouer les liens entre l'agriculture locale et ces consommateurs locaux et autres, effectivement, il y a tous ces objectifs-là. On s'en est éloigné, et il faut réinventer aussi l'agriculture urbaine. On était sur un territoire qui a été rasé, on le sait bien, repéré, et il y avait ce qu'on appelait à un moment l'émergence de jardins, dont on disait que c'était des jardins ouvriers sur le Havre. Je crois que c'est pas effectivement l'agriculture de ville prochaine, ça sera sûrement pas les jardins qui prendront des espaces, puisqu'on est plutôt sur des thématiques, on reconstruit la ville sur la ville, et on reconstruit dans nos campagnes on reconstruit autour du bourg et non plus dans les hameaux, on ne développe plus les hameaux. Mais sur cette reconstruction, je crois qu'il faut réinventer une nouvelle forme d'agriculture qui commence à poindre à divers endroits, qui occuperait des espaces inoccupés, les toits terrasses ou des endroits enterrés, des espaces publics aussi. C'est une idée qui était chère au docteur Saladin, qui est au conseiller communautaire, de se réapproprier les jardins publics et d'y mettre des jardins partagés. Donc ça commence aussi à se développer. Oui, et on retrouve ce que Damien disait, voilà, de redonner de la visibilité à la fonction alimentaire de la ville, même si ce ne sont pas ces jardins qui alimentent la population. Ça n'a pas forcément une vocation, ça aura beaucoup moins une vocation nutritionnelle que de créer du lien social, et voilà, de renouer, faire renouer toute cette population avec cette terre nourricière et tout ce qui peut en sortir. Alors, avant de vous donner la parole pour poser des questions à nos deux invités, j'aimerais vous poser la même question à tous les deux, messieurs. Je commence avec vous, Jean-Louis. Quels sont les leviers pour vous de la réussite pour engager à l'échelle locale, à l'échelle de la cohérence territoriale d'un bassin de vie, pour mettre en place une gouvernance alimentaire ? Partir humblement, ne pas se dire qu'on n'a pas de niveau d'expertise. Moi, j'ai quelques petites connaissances liées à mon histoire particulière, mais tous les élus ne sont pas fils d'agriculteurs. Mais partir humblement en disant qu'on a le niveau d'expertise, il n'est pas chez nous. On peut par contre jouer le rôle d'animateur, et ça, il faut s'entourer de toutes les entités. Et il ne faut pas hésiter à discuter avec le monde agricole, qui s'est effectivement coupé dans le temps. Aller les voir, aller les rencontrer. Parfois dans des réunions un peu houleuses, quand ils nous ont arrivé sur du maraîchage avec un espace test, ils n'ont pas souri au début. Quand je dis pas souri, c'est un pléonasme. On
on venait leur prendre les terres. Qu'est-ce qu'on venait faire ici? On avait en plus agi sur l'hydraulique en créant de nombreux bassins de retenue, et pour eux, on leur prenait des terres, alors qu'en fait, on ne faisait que essayer de traiter un problème, alors ce soit certes de façon curative, qui est l'érosion des sols, en créant des bassins sur des bassins de rétention très en amont dans les bassins versants, et donc ils avaient ça un petit peu ça en tête. Donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher, à aller les voir, à aller les rencontrer, et ils sont demandeurs de ça parce qu'ils sont un petit peu coupés. C'est une raison du malaise certainement, et leur dire qu'il y a peut-être d'autres solutions. On va travailler avec eux, on est à leur écoute, et tout ceci peut avancer dans le bon sens avec eux. Alors, dans ce que j'entends aussi, il y a peut-être un levier de la réussite autour du temps dans lequel on s'inscrit. Parce que aller rencontrer, convaincre un par un, animer, ce n'est pas faire à la place des autres. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Donc c'est aussi un temps long qu'il faut penser. Oui, bien sûr. On a organisé dans le plan de local agricole avec des réunions périodiques annuelles. Voilà, il y a effectivement travaillé non pas sur le temps immédiat, mais à moyen terme, long terme, plus long terme, avoir des visions, qu'ils aient l'assurance aussi qu'on va, si jamais on doit consommer des terres, qu'il y a des effets de compensation, qu'on regarde bien au niveau, effectivement, quels sont les besoins. C'est cette volonté-là de s'impliquer dans la partie agricole, elle est liée au fait aussi quand on s'est implanté au niveau, en 2001, quand on a planté la communauté d'agglomération, sur un territoire qui est extrêmement contraint, avec une ouverture terrestre qui est de 80 degrés. Hein. On est entouré et avec des besoins qui sont énormes, au niveau logistique, au niveau industriel. Je ne sais pas à la salle que je vais raconter la puissance de la zone portuaire. Il fallait vraiment avoir une volonté politique pour se dire que l'agriculture doit exister sur ce territoire-là. Il faut vraiment la prendre en considération pour préserver ce secteur agricole, sachant qu'en plus qu'on est sur des terres d'une valeur agronomique exceptionnelle, les meilleures d'Europe. Voilà. Très bien. Donc volonté politique, humilité, savoir s'entourer et le temps long. Damien? Ouais, j'ajouterais peut-être aussi un autre acteur qui me semble aussi important à associer et qui est un petit peu plus difficile peut-être, c'est celui de la distribution agroalimentaire, qui pour autant s'intéresse beaucoup au local. Hein, on voit beaucoup fleurir des rayons produits locaux et joue beaucoup la carte des producteurs locaux, investit beaucoup aussi les centres-villes. Hein, on voit maintenant la grande distribution changer un peu de modèle et se dire qu'il faut peut-être réinvestir les centres-villes, les centres-bourgs pour toucher les consommateurs, et qui sont en fait des acteurs qu'on a souvent du mal à mettre autour de la table de ces fameux projets alimentaires territoriaux ou différents types d'expériences, parce que ils sont parfois dans des temps contraints, différents, autres, et pourtant c'est des acteurs majeurs aujourd'hui sur notre paysage alimentaire en ville, dans les régions, en tout cas dans les régions urbaines. Donc je pense que c'est un autre acteur clé à réussir à s'associer. Puis après, peut-être aussi, vous parliez d'humilité, mais en tout cas de relativiser, c'est-à-dire que voilà, on parle d'installation de maraîchers en périurbain, voilà, on ne parle pas d'autonomie alimentaire, ce qui me paraît, de mon point de vue, totalement illusoire dans un certain nombre de régions. Alors évidemment, il y a des régions un peu productives qui peuvent espérer l'être, mais enfin, vu la diversité de nos régimes alimentaires, je pense que c'est de toute façon impossible. Et puis il y a d'autres régions, comme la mienne à Montpellier, où oui, on est autosuffisant à 5000% en vin, mais voilà, ça ne va pas suffire. Ça ne nourrit pas son homme. Voilà, ça ne nourrit pas son homme. Donc en l'occurrence, et puis je disais pas forcément souhaitable, puisque il me semble que voilà, faut se rappeler aussi que l'alimentation, c'est quand même un formidable outil de solidarité, de résonance avec d'autres territoires, parce que c'est vrai qu'il y a un maître mot aujourd'hui sur le local, mais bon, c'est pas, voilà, de mon point de vue, c'est pas complètement la panacée. On va pas se refermer chacun sur notre territoire. On ne se tourne pas le dos de territoire à territoire. Absolument. Pour moi, c'est encore un bonheur de pouvoir consommer, au sens littéral du terme, d'autres territoires, des produits venant d'ailleurs. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure de la grande distribution, et justement, en fin d'après-midi, on parlera de la place de la grande distribution dans l'alimentation positive. La parole est à vous. Vous avez sans doute peut-être des commentaires, questions à poser autour de ce chemin vers une gouvernance alimentaire locale. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Damien et Jean-Louis sont à votre disposition. Oui, j'ai vu une main se lever dans la travée de droite. Je ne sais pas qui détient les micros pour la salle. Ah oui, c'est bon. Je vous invite à vous présenter, monsieur, et puis ensuite à apporter votre contribution. Oui, bonjour. Donc, je suis Francis Gillet. Je suis à Vraie depuis 92, qui est une très belle ville, ça je peux vous le dire.
Et puis elle s'est beaucoup améliorée depuis plus de 20 ans. Il y a une petite chose notamment dans tout ce qui est produits locaux qui est intéressant à diffuser et autres. Le seul problème, c'est que du point de vue législatif, si vous voulez, on n'a pas le droit de marquer produits locaux. Il faut marquer produits France. Donc là, de toute façon, c'est une imposition, d'après ce que j'ai pu comprendre, de l'Europe. Et je voudrais bien savoir pourquoi, en quelque sorte, nos politiques ne font pas machine arrière vis-à-vis de cette imposition. Merci pour ce commentaire. Damien. Si, peut-être. Alors, je ne sais pas exactement à quel étiquetage vous faites référence. Bon, c'est vrai qu'on est quand même dans un pays qui promeut toutes les appellations d'origine, toutes les indications géographiques protégées. Donc, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'indications, en tout cas locales, de cette manière-là. Alors, peut-être que vous faites allusion à quelque chose qui se passe effectivement dans la restauration collective et sur les appels d'offres. Non, pas du tout. C'est sur les étiquettes. Justement, j'ai un primeur avec lequel j'ai bien discuté à ce niveau-là. Et lui se fournit, si vous voulez, au niveau d'Octeville pour certains produits. Seulement, il ne peut pas marquer, comment dirais-je, produit venant d'Octeville sur son étiquette. Il est obligé de marquer produit venant de France. Très bien. On prend note de ce point. C'est vrai que sans doute entre les appellations d'origine contrôlée, ce type de labellisation, et puis un produit sans label, il y a peut-être une difficulté. Peut-être une dernière prise de parole. Je ne veux pas trop empiéter sur la suite du programme. Pardon, je ne vois pas. Ah oui, tout devant. Pardon, madame. Allez-y. Bonjour, donc moi je suis havraise, native, et je voudrais répondre à monsieur parce que je suis surprise, parce que ça fait quelque temps qu'on voit naître au Havre des petites boutiques locales. C'est vraiment marqué. Il y a de la publicité d'ailleurs pour ça. Et quand on discute avec le maraîcher, ce sont des producteurs locaux et c'est bien marqué locaux, local, pour les betteraves, pour les poireaux, pour les échalotes, pour les oignons, etc., etc. Il y a tous les légumes locaux au Havre, à plusieurs endroits du Havre. Je suis cliente. Merci à vous, mesdames. Alors, je vois... Il y a à disposition tous les jours, puisqu'il y a plusieurs boutiques. Donc on peut aller de boutique en boutique dans le centre-ville. Donc il y a vraiment du local. Très bien. Je vous invite à passer le micro juste derrière vous. Juste pour dire que je suis ravie de votre intervention, madame, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, c'est pas très important. Moi, je viens d'Amiens, mais je découvre la Normandie que je trouve très belle, en particulier le Havre. Merci pour l'accueil. Et oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de communication sur ces filières locales. Je ne sais pas si financièrement c'est accessible à tous. Voilà. Et puis, juste, je voulais rebondir sur le concept d'autosuffisance. Peut-être que l'autosuffisance 100% est utopique, mais est-ce qu'il ne pourrait pas quand même y avoir des incitations à revenir un peu à faire de la rétro-innovation et revenir à cultiver chacun son jardin. Ça pourrait aussi peut-être avoir des effets bénéfiques sur le moral et des aspects méditatifs. Voilà. Très bien. Merci à vous. Cultivons notre jardin. C'est une phrase célèbre et je pense que Damien, ce que vous disiez, oui, cultivons, mais ne nous tournons pas le dos. Absolument, c'est-à-dire c'était pas pour l'idée enfin c'était pas contrer cette idée d'autosuffisance, bien au contraire, c'était juste de considérer que voilà, ne tombons pas non plus dans l'illusion que tout d'un coup on deviendrait chaque territoire local, un village d'Astérix qui pourrait s'auto-nourrir sous cloche, voilà. Mais bien sûr, cultivons notre jardin. Bon, ça me vient à l'idée là, parce qu'il y a vraiment une toute petite anecdote. Il se trouve que bon, voilà, l'immeuble dans lequel j'habite, il y a de la terre en bas qui était mochement plantée précédemment. Donc avec les habitants, on a décidé d'arracher ce qu'il y avait. Et puis chacun est venu semer. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas de chien. Mais alors je me rends compte à quel point semer, travailler la terre en bas de chez soi, c'est comme avoir un chien. Enfin, j'ai l'impression que les gens qui ont un chien dans la rue, tout d'un coup, ils se font plein d'amis. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde me parlait. Ah, ben, qu'est-ce que vous semez ? Tiens, qu'est-ce que vous faites ? Je me contentais de labourer pour refaire des semis là, pour l'automne-hiver. Et alors, mais je me suis fait plein d'amis du quartier, de gens que je connaissais pas du tout. Tout le monde s'arrête, tout le monde discute. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas tant la vertu nourricière que le lien social que ça crée. Et pour l'avoir vraiment expérimenté, c'était assez épatant. Ouais.
presque un prétexte, effectivement, à se réunir, à se rencontrer. On a effectivement, au niveau de la communauté urbaine, fait un peu de publicité sur les... faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut communiquer que sur les producteurs locaux, pas sur les points de vente et des choses comme ça. Donc c'est assez réglementé. Donc, Eh bien, alors, le temps file. Ben, ce que vous pourrez faire, c'est peut-être à la pause de contacter monsieur pour échanger vos bonnes adresses havraises de produits locaux. Très rapidement, un mot très rapide, madame. Oui, excusez-moi, oui. C'est une question de fond que je voudrais poser. Je voudrais savoir, vous avez évoqué le côté fermé finalement des agriculteurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous ne croyez pas que justement beaucoup d'agriculteurs, ou peut-être l'ensemble, est devenu otage de leurs banques, otage de leurs syndicats, voilà, et que du coup, ça avance pas beaucoup, ou très lentement, ou sur des volontarismes individuels. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci pour cette question. Bien sûr, ça contribue grandement, effectivement. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en situation d'endettement très très conséquent, puisque les investissements sont très très lourds, ce qui les conduit dans l'agriculture conventionnelle locale notamment à devoir essayer, ils essayent beaucoup de d'étendre ce qui participe à la pression foncière aussi. Moi, je participe au comité technique de la SAFER, je vois les nombres de demandes qui sont très importantes. Toujours plus de terre, plus de surface pour amortir un matériel qui est de plus en plus coûteux, de plus en plus lourd. Effectivement, il faut s'orienter aussi vers d'autres formes d'agriculture différentes et qui permettent, il faut qu'ils aient aussi une meilleure rétribution une meilleure prix de vente de leur production, en lien avec les organismes intermédiaires de consommation, qui font le lien avec la grande distribution et tout ça. C'est toutes les actions, mais ça, j'avoue qu'on n'a pas trop de maîtrise de tous ces aspects-là. Mais c'est vrai, ce que vous dites, ça participe au malaise. Il y a une partie de l'agriculture qui est effectivement très très mal. En tout cas, je vous propose qu'on conclue là-dessus, puisque le temps file très vite. Merci beaucoup Damien Conaré, merci Jean-Louis Rousselin, et bien cette journée peut se poursuivre. Merci à vous messieurs.